Bon bah voilà, je vais vous raconter l'histoire de mon père, Farid Amouri, qui est actuellement en prison depuis 18 mois, entre autres pour avoir libéré ses enfants, mes frères, d'un placement abusif. Alors l'histoire a commencé il y a 7 ans maintenant. C'est lorsque notre famille a décidé de mettre mes frères, dont Ryan qui est là, à l'école à la maison, puisque l'instruction qu'ils recevaient n'était pas du tout adaptée à eux. Ils avaient beaucoup de mal à s'adapter, que ce soit avec les élèves ou avec les professeurs ou avec la façon d'apprendre. Ils avaient beaucoup de mal et on s'est dit que c'était peut-être plus judicieux de faire l'école à la maison. Ça a commencé comme ça. Pendant un an et demi, ça s'est très bien passé. On a déclaré tout ce qu'il fallait, on a eu des contrôles de l'éducation nationale. Mais malheureusement, au bout de un an et demi, il s'est passé que un juge pour enfants, sans nous convoquer, a fait passer une décision de justice pour placer mes frères, du coup, mes 3 frères, Ryan, Jordi et Kevin, pour les placer, alors que mes parents n'ont pas été convoqués du tout. Ils n'ont pas été convoqués et cette décision a été passée. Nous n'avons pas reçu de documents pour nous prévenir. À ce moment-là, du coup, quelques jours après la décision, des policiers rentrent chez nous, pendant que moi je travaillais et mes parents ils étaient partis faire les courses, ils venaient à peine de partir faire les courses. Alors mes 3 frères ont été embarqués comme ça, sans que personne ne soit là. Mes parents au retour, ils étaient tout paniqués, ils ne comprenaient pas ce qui se passait et ils ont dû appeler les services sociaux pour... je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas ils ont su que c'était les services sociaux qui ont pris Ryan, Jordi et Kevin. Et quand je suis rentré du travail, j'ai été vraiment complètement choqué d'apprendre ça. Nous, on tombait des nues, on ne savait pas d'où ça sortait. Mais en fait, il faut savoir que là, c'était les premiers conflits qu'on a eu avec la justice. Avant ça, il n'y avait jamais eu de conflit. Et mon père est quelqu'un qui déteste profondément l'injustice et qui ne se laisse pas faire dans ces cas-là, peu importe si l'ennemi, c'est l'État complet, en fait. Alors, le lendemain de cette journée-là, moi, mon père et ma mère, nous sommes allés à la direction départementale qui décidait qui gérait l'ASE, en fait, c'est l'ASE, qui gérait l'ASE, pour prendre rendez-vous avec l'assistante. C'était pas vraiment un rendez-vous, en fait, on a forcé un rendez-vous pour voir l'assistante sociale. Et mon père, il était furieux. Il voulait absolument que l'assistante sociale appelle le juge pour enfants pour qu'elle lui demande la raison de ce placement qu'on n'a eu aucune raison d'être. L'assistante sociale, elle est un peu sous le choc et elle dit on ne peut pas faire ça, je ne peux pas appeler le juge. Mais mon père, il veut rien savoir, il veut qu'on appelle le juge pour savoir. Il veut une solution. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'assistante sociale appelle bel et bien le juge qui ne répond pas. Mais au lieu que ça se passe bien sûr, c'est les policiers qui rentrent, qui font éruption et qui essayent de calmer mon père pour que ça se passe bien. Mais mon père refuse de parler aux policiers et se défend avec une chaise. Il les pousse avec la chaise en disant « Je ne veux pas vous voir, je veux simplement parler au juge, je veux récupérer mes enfants ». Il passe en garde à vue juste après ça, bien sûr. Et ensuite, il est amené en garde à vue pendant 2 jours à un hôpital psychiatrique pour un examen. Pendant que moi et ma mère sommes seuls à la maison et que mes frères sont placés. Mon père est resté pendant 2 semaines en hôpital psychiatrique. Et quand il sort, on commence à se demander qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça se fait, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors on prend les recours normaux, on fait appel à la décision, on porte plainte parce qu'on n'a pas été convoqué, enfin on fait toutes les démarches. On appelle même le maire de la ville de Golbey, parce que c'est à Golbey que ça se passait, pour savoir comment est-ce que ça se passe, est-ce que ça s'est déjà passé, quelque chose comme ça, pour avoir des informations, quoi, pour se sortir de là. Mais tout ça ne fait rien. On a bien sûr fait la cour d'appel, on a la décision, on a l'audience à la cour d'appel quelques mois plus tard. Et à cette cour d'appel, nous faisons valoir le fait surtout que nous n'avons pas été convoqués à cette audience qui ont placé mes frères. Et alors, comment on dit,
le président de la cour d'appel nous dit effectivement, c'est un vice de procédure, mais malgré tout, nous maintenons le placement sous toutes ses formes. Et il faut savoir que c'est pendant 6 mois. Au départ, c'était pendant 6 mois. Alors les 6 premiers mois, on ne sait pas quoi faire, on attend les décisions, on voit ce qui se passe avec les plaintes qu'on avait prises, mais il ne se passe rien. Et on ne fait pas grand-chose de plus pendant les 6 premiers mois. Et au bout de 6 mois, on se dit peut-être qu'ils vont sortir, vu que c'était un placement de 6 mois. Et alors il y a l'audience qui se passe, et finalement ça se prolonge encore de 6 mois. Là, ça commence à plus aller. Mais pendant les 6 mois-là, malgré le fait qu'on essaye de se dépatouiller un peu de cette affaire, on ne fait pas grand-chose non plus. Et on se dit, au bout des 6 mois, peut-être qu'ils vont revenir. Au bout des 6 mois, ils remettent une décision de placement de encore 6 mois. Et c'est là que mon père, il ne pouvait pas laisser faire. Ma mère non plus, moi non plus. Et on a décidé Entre-temps, on a eu quelques visites avec les frères, mais pas beaucoup. C'était une fois toutes les 2 semaines. Et on avait quelques appels téléphoniques qu'on avait le droit d'avoir. Mais mon père, maintenant, il décide de voir tous les jours mes frères au foyer. Parce que le foyer n'était pas loin, ils étaient tous placés au même foyer. Alors, on va à ce foyer-là, on force l'entrée, on force la porte, on rentre. Malgré les gardes qui restent, de toute façon, ils comprennent bien que quand mon père il est énervé, il crie, il dit « je veux voir mes enfants », c'est comme ça. Il rentre et il voit ses enfants, il les prend dans ses bras tout le temps. On nous explique qu'on ne peut pas faire comme ça parce qu'ils ont un travail, puis ils essaient de protéger les enfants, c'est choquant pour les enfants, etc. Mais peu importe, tous les jours, on continue à faire ça. On manifeste devant le foyer. Et à chaque fois que mon père peut voir ses enfants, bien sûr, il ne part pas tant que ce n'est pas la police qui vient le récupérer pour le ramener chez nous. Mais ensuite, on ne peut plus rentrer parce qu'ils ont verrouillé toutes les entrées, bien sûr. Et nous nous retrouvons à manifester devant le foyer chaque jour, du coup. À la place de rentrer, on manifeste devant. Et ça porte ses fruits puisque le directeur départemental, Stéphane Martin, est interloqué par ce qui se passe et vient nous voir, vient voir mon père pour connaître la situation. Alors mon père lui explique tout, il est un peu soulagé que quelqu'un l'entende enfin pour une fois, et il lui dit que mes frères ils sont placés sans aucune explication après avoir fait l'école à la maison, qu'on a tout à fait le droit de faire l'école à la maison. Monsieur Martin fait comme s'il comprenait très bien, il nous explique qu'il comprend très bien, que ça va s'arranger, que lui, il a pouvoir sur la décision de justice, il connaît très bien le juge, il peut faire en sorte que tout se passe pour le mieux, si nous restons calmes, que nous arrêtons pendant un temps de faire nos manifestations, et lui, il peut faire arrêter cette décision de justice, il peut la faire complètement arrêter. Alors nous, ça nous surprend complètement, mais à ce moment-là, on se sent écouté, on se dit, peut-être. Mais mon père, il est quand même interloqué par quelque chose, c'est que ce Stéphane Martin a une façon de parler mielleuse, il est manipulateur, il influence les gens, et surtout, il a des yeux, je ne sais pas comment expliquer ça, des yeux qui sont malsains, je ne sais pas, pervers, quelque chose de pervers. Et mon père, ça l'a interloqué, ça. Alors pendant un appel médiatisé avec mes frères, il leur demande, par peur comme ça, par intuition, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un dans les éducateurs ou peut-être les enfants ou peu importe vous touche quelque part ou vous parle de manière bizarre? Et mon frère Jordi, qui n'est pas là, lui répond, il essaye de lui répondre en tout cas, que oui, effectivement, mais là, l'appel est arrêté par l'éducateur qui médiatisait l'appel et qui dit « Monsieur Amoury, nous ne pouvons pas parler de ça, ça va choquer les enfants si vous parlez de ça. » Alors mon père, il s'en fout, il dit « Je ne parle pas avec vous, je parle à mes enfants, c'est un appel médiatisé peut-être, mais c'est mes droits, je parle à mes enfants, alors je repassez-les moi. » Il répète la question, et Jordi qui essayait de répondre ne peut toujours pas, et l'appel est coupé. Alors là, mon père, il est complètement choqué. En fait, ce qui se passait, c'est que Jordi, oui, effectivement, il y avait un éducateur qui venait pas de son foyer, qui venait en tant que remplaçant d'un autre éducateur. Et lorsqu'il faisait des fugues, parce que mon frère Jordi faisait des fugues pour rentrer chez nous, il pouvait rentrer à pied, ça arrivait de temps en temps, se faisait récupérer par cet éducateur-là, qui, au lieu de l'engueuler, en fait, était plutôt très gentil avec lui. Et il l'emmenait tout seul dans une pièce où il le touchait un peu le visage, il lui touchait un peu l'épaule, et il lui disait, il lui parlait gentiment. C'était très bizarre, il était très très mal à l'aise, Jordi.
Bon, heureusement, vu qu'il était là que pour quelques jours, il ne s'est pas passé grand-chose de plus, surtout qu'il y a eu une éducatrice qui a fait éruption dans la pièce pour arrêter la parlementation. Mais mon frère Jordi, qui avait à ce moment-là un appel qu'il avait réussi, un portable, je veux dire, un portable qu'il avait dans sa poche, qu'on lui avait donné, à un moment donné qu'on l'avait rencontré en cachette, a appelé mon père pour lui expliquer ça. Alors mon père, alors là, il était complètement furieux, il a été paniqué, il avait super peur pour ses enfants, et il décide, tout ça, ça se passe sur 6 mois, il faut comprendre aussi, il décide d'aller à la direction départementale où le directeur siège, et pour réclamer une audience, pour voir M. Martin. On lui explique qu'il ne peut pas le voir, c'est pas possible. Mais lui, il insiste, il dit « je resterai là tant que je ne verrai pas M. Martin ». Il attend, et au bout de 15 minutes, M. Martin descend, et il le rencontre effectivement. Mon père, là, il pète un câble, et tout d'un coup, il lui se met à hurler dans la pièce en disant vos institutions sont pédocriminelles, pourries par la race. Il n'avait aucune preuve, rien. Simplement, c'est sur une intuition et sur une peur, panique pour ses enfants. Ils sont pourris par la pédocriminalité. Rendez-moi mes enfants, j'ai peur pour eux. J'ai peur parce que tout ça, j'ai peur que vous soyez des pédophiles, des pédocriminels. Et il dit ça en lui hurlant dessus. Et M. Martin, qui ne répondait rien et qui restait calme, qui est quand même perturbé, il lui répond ne vous inquiétez pas, monsieur, je n'ai pas touché à vos enfants. Voilà, il a lâché ce mot. Voilà, ça se finit comme ça. Mon père, il part, enfin, mon père et ma mère partent. Et on apprend que M. Martin porte plainte pour diffamation contre mon père, ce qui est normal. Sauf qu'ensuite, il retire sa plainte. Et on ne sait pas pourquoi. On suppose que c'est qu'il ne voulait pas faire entendre cette affaire. Mais le plus surprenant de tout ça, c'est que quelques semaines plus tard, le juge qui avait du coup pendant 1 an et 3 mois à peu près, pris les décisions pour mes frères, change, il donne le dossier à un nouveau juge. Et c'est un homme cette fois. Et ce juge-là décide d'arrêter toute la procédure de placement et nous remet nos enfants immédiatement. Ça se passe comme ça. Mon père a réussi à libérer mes enfants par son acharnement. Grâce à ça, mes frères sont revenus. Mais malheureusement, avec tout ce qu'il a fait, il a subi 4 mois de prison pour ce qu'il a fait là. Parce qu'il avait, je vous passe le détail, mais lors de certaines visites, il a gardé les enfants, il les a gardés chez nous sans les rendre, plus jamais, parce qu'il s'est dit que s'il les rendait, alors là, il ne pourrait plus jamais les regarder dans les yeux. Donc pour ça, il a été condamné à 4 mois de prison. Sorti des 4 mois, tout se passe bien. Encore, on va dire 6 mois plus tard, la police rentre à 6 h du matin au domicile. Une vingtaine de policiers, même peut-être une trentaine, je ne vais pas compter, je ne sais pas, avec des fourgons blindés, entrent, fracassent la porte, renversent tous les meubles. Les chats on avait des chats, ils les renversent les chats. Il y avait une chatte qui était enceinte, elle a dû avorter à cause de ça. Ils rentrent dans la chambre où mon petit frère Shannon, qui avait seulement 2 ans, qui dormait avec mes parents, il rentre dans la chambre, mon père qui est choqué, il se dit qu'est-ce qui se passe? On lui dit acceptez-vous que vos 2 fils aille à l'hôpital pour un examen. Mon père, il dit non, hors de question. Et il se défend, il se met entre les policiers et ses fils pour pas qu'il leur fasse du mal, parce que surtout qu'il avait que 2 ans. Et le policier essaye de passer pour prendre le fils, mon père se défend, il le pousse, etc. Et il se fait presque étrangler sur son lit, sur son lit, par le policier. Et ils prennent les enfants, ils repartent. C'est les 2 plus jeunes. Un, il avait 7 ans, alors qu'il avait lui aussi été placé avant, et l'autre à 2 ans et demi, lui, il n'a jamais été placé, il était seulement né quand les autres étaient placés. Nous savons que nous avons une audience 2 semaines plus tard, c'est-à-dire 2 semaines après les événements là, nous avons une audience pour savoir qu'est-ce qui va arriver de nos enfants, s'ils seront placés, etc. Et puis c'était parti pour les placer, logiquement. Alors nous faisons appel cette fois-ci au réseau de Alice Pazalmar, qui avait la chaîne à l'époque Pourquoi pas. Mon père fait une vidéo avec elle pour expliquer toute la situation, en pleurant, il est plein d'émotions. Et il réclame alors de l'aide pour cette audience-là. Il reçoit cette aide puisque beaucoup de personnes envoient des lettres de soutien à nous, mais aussi aux juges en leur disant qu'ils savent ce qui se passe, que c'est n'importe quoi ce qu'ils font, que c'est à cause de la pédocriminalité que mon père a dénoncé que ça se passe comme ça. Et lors de l'audience,
une dizaine de personnes à peu près nous soutiennent et sont présents. Et je les remercie d'ailleurs. Et au pied du tribunal, mon père dit je sais pas comment on dit, aux gardiens je sais pas des gardiens, c'est ceux qui gardent la sécurité, oui, la sécurité. Il leur dit, je ne rentrerai pas au ce tribunal-là, j'ai une audience aujourd'hui, mais je ne rentrerai pas, je resterai au pied du tribunal, je veux qu'on me rende tout de suite mes enfants, ou bien sinon, la justice de Dieu en répondra, parce qu'il est très croyant, et si ce n'est pas la justice de Dieu qui en répondra, ce sera ma propre justice et je me vengerai. On a attendu 1 heure, mes frères sont sortis au pied du tribunal dans la joie. Mais ensuite, pendant 2 ans, les 2 ans qu'ils ont suivis, il a été harcelé, il y a eu beaucoup de choses. Il a été kidnappé au domicile alors qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait. Il a été kidnappé pour être placé en garde à vue. J'ai dû aller à cette gendarmerie pour me demander qu'est-ce qui se passait. Ils n'ont pas pu me répondre. Et ils m'ont dit ensuite qu'il allait aller en hôpital psychiatrique. Alors quand il a été en hôpital psychiatrique, je suis également allé à l'hôpital psychiatrique pour demander qu'est-ce qui se passe et que mon père n'avait rien à faire là. Ils ont dit il est là pour 2 jours pour un examen. 2 jours, ils avaient dit. Sauf que le soir, je reçois un appel comme quoi il revient finalement à la gendarmerie, où ils doivent lui poser quelques questions. Il reviendra le lendemain, alors que c'était censé être 2 jours d'hôpital psychiatrique. Le lendemain, alors je reviens à la gendarmerie pour leur dire c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que mon père fout ici. Et cette fois, je pousse vraiment une gueulante, je dis que c'est pas juste et qu'il y a un gros problème dans ce qui se passe. Et alors que je pète un câble et que tout le monde ne savait pas quoi faire, une gendarme fait irruption dans la gendarmerie et me dit c'est bon, on vient de recevoir un appel du procureur, votre père sort ce soir. C'est des trucs, on ne comprend rien. Mais je ne sais toujours pas pourquoi ça faisait ça. Et il y a eu ça, il y a eu la police qui rentre chez nous pour essayer de comprendre notre point de vue, mais aussi pour nous accuser, pour nous dire qu'il faut mettre les enfants à l'école, parce qu'on ne mettait toujours pas les enfants à l'école. Et cette fois, on déclare plus l'école à la maison, parce qu'on sait que ça ne sert à rien, vu qu'on a tout fait bien dans les règles et ça ne sert à rien. Et du coup, tout ça fait que beaucoup de gens ont porté plainte. Les policiers qui sont venus, mon père les a insultés parce qu'ils ont menacé qu'ils allaient replacer mes frères. Il y a eu des jugements où mon père il a assisté. On lui a encore menacé qu'on reprenne ses enfants. Il a insulté le juge. Tout ça. Donc tout ça a fait qu'il a eu beaucoup de choses contre lui. Et un jour, alors que mes parents font les courses, c'est encore une fois ça, ils se font arrêter dans un contrôle routier normal, où le policier lui dit qu'il a les pneus lisses, et qu'il va le verbaliser. Mon père, qui n'a plus aucune confiance ni aux policiers ni en rien de la justice, refuse de montrer son identité, alors il va en garde à vue pour 2 jours. Dans cette garde à vue, moi et Ryan et Jordi, les 3 plus grands de notre famille, décidons d'aller à la gendarmerie pour savoir qu'est-ce qui se passe encore une fois, vu qu'il est encore une fois enfermé en garde à vue pour une raison qu'on ne sait pas. On a été très énervés, on a tapé la porte. Alors des policiers sont venus par derrière, nous ont foutus à terre et nous ont foutus également en garde à vue pendant 2 jours. Ensuite, nous sommes passés au tribunal en comparution immédiate, voilà. Nous 3, Ryan, moi et Jordi, nous avons été jugés, mais sans notre présence, puisqu'on s'est énervé devant le juge. Mais on a su après dans les journaux qu'on est condamné à 6 mois de prison, moi ferme, toi avec sursis. C'était il y a 1 an et demi, on n'est toujours pas en prison, donc je ne sais pas pourquoi. Et c'est dans les journaux qu'on a appris ça, dans les journaux locaux, parce qu'on ne le savait pas de la part du juge. Et ensuite, mon père, lui, est jugé un peu plus tard, 2 semaines plus tard. Nous avons réussi à contacter un juriste qui avait accepté de nous aider et a accepté de conseiller notre père et peut-être même de le représenter. Alors nous sommes venus à cette audience pour défendre notre père, qui n'a pas pu avoir d'avocat du coup, parce que ça se passe en 2 semaines, et il n'y avait qu'un juriste. Mais le juge du tribunal n'a pas accepté que ce juriste ne parle à mon père, ni ne le défende. Rien de tout ça. Alors mon père, lors de l'audience, quand on lui demande « Est-ce que vous êtes bien, monsieur Farid Amouri, etc. » Mon père a dit « Je ne répondrai pas à vos questions, je ne peux pas me défendre, alors je ne vous permettrai pas de me juger, seul mon Dieu peut me juger, je ne vous permets pas de me juger. » Il a fait ça, il a crié ça, dès que la juge parle « Non, je ne vous permets pas de me juger, ne me jugez pas, je ne vous permets pas de juger. » Tout le temps, il a insisté, alors ils ont dû le mettre en cellule, le temps de le juger. Et cette fois, c'était notre tour, la famille et puis le juriste, qu'on lui a dit « Mais on ne peut pas juger quelqu'un sans sa présence. » Apparemment, si, on peut. On vient de me le dire tout à l'heure, mais je ne le savais pas à l'époque.
Ils ont rien dit. Ils ont dit mais taisez-vous, sinon nous allons aussi vous expulser. On a insisté et ils nous ont aussi expulsés. Voilà. Et lorsque l'audience est terminée, on nous annonce alors 18 mois de prison ferme. Et maintenant, ça fait 18 mois. Il est toujours en prison puisqu'on lui a rallongé sa peine de encore 18 mois pendant qu'il était en prison. Des jugements qui sont tombés, donc il n'a pas pu se défendre non plus, ni par un avocat, ni rien. Et voilà. Il a changé entre-temps 4 fois de prison, et je tiens à dire aussi que c'était un enfant de la DAS quand il était jeune, donc on dirait qu'il y a un parcours, dès qu'on est à la DAS, parce qu'avant c'était la DAS, maintenant c'est la ZE, il y a un suivi, et on est dans un cercle vicieux qu'on ne peut plus sortir. Alors moi je me demande maintenant, est-ce que mon père va rester toujours en prison ? Est-ce que quand on est de la DAS, est-ce que tous les enfants, est-ce que toute la famille, est-ce que mes enfants vont aller aussi à la ZE ? Je ne sais pas.